à Béatrice, les femmes d'abord. Donc, bonjour à tous, Béatrice Bérard, donc je suis officier de sécurité sur les systèmes d'information aux Hospices civils de Lyon. Je vais prendre la suite. Bonsoir Cédric, du coup moi je suis le CISO du groupe Doctolib. Bonjour, je suis Benjamin Leroux, moi je suis directeur marketing au sein de la société Advance et je suis également RSSI en interne pour Advance. Ok, bonsoir à toutes et tous, je suis Vincent Desroches, Annecy, et je suis le chef d'une division qui traite de gestion de risque, gestion de crise et de politique publique en matière de sécurité confiance numérique. Et je suis ravi d'être ici pour vous parler de ce métier qui est le RSSI. Alors déjà, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci également aux participants. On est déjà 280, c'est énorme. Je me présente très rapidement. Yasmine Douadi, je suis fondatrice de Risk Intel. On organise chaque mois des tables rondes où on invite donc des professionnels à venir échanger avec nous sur des questions d'actualité. Petit aparté pour celle-ci, nous avons un énorme événement qui est organisé la semaine prochaine qui s'appelle le Risk Day, qui est une journée entière dédiée à la gestion des risques. On a plus de 25 entreprises qui vont venir animer des conférences, des ateliers, des tables rondes, dont Vincent Desroches qui est ici présent avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire, je vais mettre le lien si vous voulez regarder un petit peu le planning, les participants et les intervenants. Vous pouvez participer à distance. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode, on peut tout faire, mais que à distance. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et si ça vous intéresse, à vous inscrire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qui est très intéressante et qui finalement a intéressé beaucoup de gens puisqu'on a eu plus de 900 inscrits, celui du métier du RSSI, mais surtout son évolution et le bouleversement qu'il peut avoir en cours. Donc on va diviser cette table ronde sur 3 grandes parties. La première qui est essentielle, c'est déjà de contextualiser ce métier. Donc qu'est-ce que la mission du RSSI aujourd'hui? La seconde, ça va être de voir et de constater le RSSI face à l'évolution de la menace et finalement, bien évidemment, le métier de RSSI de demain, quelle est son évolution? Donc, on va commencer par la première question, qui est celle, donc, comme je l'ai expliqué, du métier, de son rôle et un petit peu des différents aspects au jour le jour. Donc, on commence notamment avec Benjamin. Alors, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que le métier de RSSI revêt? Est-ce que c'est une mission quotidienne qui est similaire, quelle que soit la structure? Quelles sont les qualités qu'un RSSI doit avoir? Quelles sont celles qui sont un petit peu à défaut aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois comme formation, qu'elle soit initiale, donc celle qu'on peut retrouver en termes de diplôme, ou continue les certifications? Donc, de façon très large, qu'est-ce que le métier de RSSI aujourd'hui? Vaste débat pour l'entrée en matière. Pour moi, c'est avant tout le garant de la maîtrise des risques relatifs donc à la cybersécurité, donc maîtriser les risques numériques qui pèsent sur les systèmes d'information utilisés par l'organisation, qu'elle soit privée ou publique. On parlait justement à l'instant du distanciel, du télétravail. On se rend compte que maintenant, au-delà de ça, plus personne ne peut se passer de ces systèmes d'information. Donc, le RSSI, il est là pour faire en sorte que les risques associés à la sécurité de ces systèmes soient maîtrisés, soit sous le niveau acceptable de risque résiduel. Par contre, ce métier, pour moi, il a beaucoup de facettes différentes parce que, en fonction du métier de l'organisation, selon qu'on soit dans la santé, dans l'industrie, dans la banque, selon également la maturité de l'organisation, on a quand même beaucoup de différences entre un poste de RSSI A et un poste de RSSI B. L'objectif peut-être est le même, mais je pense que le quotidien, les missions, les moyens sont très variés et de fait, on a une grande variété également dans les attendus, que ce soit les compétences techniques, les savoir-être, les savoir-faire, etc. C'est très riche et très varié. Merci Benjamin. Béatrice, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je rejoins Benjamin sur la gestion des risques. Effectivement, dans mon quotidien, c'est quoi? C'est mesurer les risques donc liés au développement du numérique et des usages autour des numériques, surtout dans la santé. On a quand même une stratégie qui est Ma Santé 2022, qui a notamment pour objectif de développer et de développer encore plus le numérique en santé. Donc, c'est effectivement mesurer les risques et surtout éclairer la direction et proposer une stratégie en matière de sécurité. Et donc, pour mesurer les risques, eh bien, il y a différents moyens et notamment connaître la menace.
pour maîtriser les risques de l'entreprise, eh bien, ma foi, il faut sortir un petit peu de cette entreprise-là et avoir une vision très précise de la menace. Et donc là, tous les moyens sont bons, hein, que ce soit autant l'inscription au cercle, la participation, contribution aux différents réseaux, la participation à tous les groupes de travail nationaux sur le sujet. Et dans la santé, il y a quand même pas mal de matière. Donc voilà, pour mesurer ces risques, il y a cette connaissance du contexte externe et puis une très bonne connaissance de la stratégie et de l'organisation de la structure. Et pour ça, ça passe forcément par une relation de confiance entre le RSSI et le comité, les instances dirigeantes. Surtout, dans ma situation, le RSSI ne fait pas partie du COMEX, ne fait pas partie des instances dirigeantes, donc il est vraiment là comme force de conseil, d'alerte et de proposition. Et donc, si ce système, si cette confiance n'est pas en place, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mener son rôle au quotidien, c'est mener des projets de conformité à la réglementation. Et ça, l'ANSSI nous chouchoute dans ce domaine-là, dans la santé. Et effectivement, l'ANSSI, le ministère, sur certains aspects, la CNIL. Donc c'est vrai que dans la santé, dans la fonction publique hospitalière, on va dire ça comme ça, on est à l'intersection de toutes ces réglementations-là. Et c'est un travail énorme que de mener ces projets de conformité qui des fois sont en phase avec notre stratégie et de temps en temps complémentaires. Mais voilà, c'est un tout qu'il faut mener de front. Et puis la troisième étape, parce que on a comme ambition de faire de nos utilisateurs une force, et donc c'est donc diffuser une posture de sécurité et sensibiliser à outrance. On a un axe important de stratégie de sensibilisation à 4 ans. Voilà, on était il y a 2 ans, on était dans une sensibilisation opportuniste. Et puis, c'est comme tout, hein, on courait derrière la sensibilisation au dernier moment. Et finalement, on a pris conscience de ce besoin important de faire justement de nos utilisateurs notre première force. Et donc, il y a un axe de travail fort sur le déploiement d'une vraie stratégie de sensibilisation. Voilà en quelques mots les 3 grands axes de ma mission de RSSI finalement aux HCL. Merci Béatrice. Cédric, quels sont les éléments que tu peux ajouter? Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je pense qu'il y a une grosse partie du métier de RSSI aujourd'hui, en tout cas dans des structures dans lesquelles le niveau de maturité cyber va tourner autour des aspects de communication et d'être capable d'embarquer énormément de gens sur ce que disaient à la fois Benjamin et Béatrice, qui est comment on va faire prendre conscience à des gens dont c'est pas le métier, que la structure est exposée à des risques dont ils n'ont pas conscience, et comment on va les éduquer sur cette partie-là. Et puis, il y a une partie aussi qui va être un peu gardien du temple, on pourrait le dire comme ça, sur voilà, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé. Alors, c'est une posture qui est un peu plus, je dirais, old-fashion pour les RSSI, mais ça reste une partie du métier quand même. Donc, voilà, ça c'est une partie des missions au quotidien. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur le cumul des mandats DPO et RSSI. Pour moi, c'est 2 métiers complètement différents. Il ne faut pas mélanger privacy et sécurité. C'est vraiment des enjeux qui sont complètement séparés. Malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de structures qui font ce choix-là, et c'est probablement dû à des problématiques budgétaires. Il y a un cadre réglementaire qui est très, très important sur la gestion de la privacy, qui est assez éloigné du métier du RSSI au quotidien, en tout cas. Donc, moi, je serais en préconisation de ne pas faire ça. Dans la structure Doctolib, aujourd'hui, c'est la directrice du juridique qui occupe ce poste-là. Moi, j'ai un lien très fort avec elle et on forme un super bon binôme. Mais c'est pas moi aujourd'hui qui suis en charge des problématiques de privacy. Merci beaucoup Cédric. Vincent? Ouais. Écoutez, moi je vais vous donner une perspective. Alors déjà, je souscris à ce qui a été dit. Donc je ne vais pas paraphraser. Je vais vous donner une perspective. Dans les années 80 et 90, on parlait de sécurité informatique. Donc c'était très technique. Maintenant, on parle de sécurité du numérique. Et donc, on parle d'écosystème numérique et entre-temps, on a parlé de SSI, donc de sécurité des systèmes d'information, puis de cybersécurité. Alors, on parle encore de cybersécurité. Donc, on voit qu'il y a un véritable déplacement de la problématique d'un sujet qui était technique à l'origine
d'ailleurs avec une menace qui était assez basique, à maintenant un sujet qui est stratégique, qui peut faire tomber une entreprise. Hein, tous les jours, on a des cas d'entreprises qui sont touchées. J'ai vu dernièrement une entreprise dans le domaine du champagne, donc certainement située à Reims, qui a pris un rançongiciel. On a des grands, des petits, on a des hôpitaux. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il vous a pas échappé que le journal télé d'une grande chaîne nationale a ouvert sur les attaques par rançongiciel sur les centres hospitaliers de Villefranche et de Dax. On était sur le pont, les centres hospitaliers aussi, le président de la République aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre 2005-2006, où il y a le premier APT qui est apparu, Advanced Persistent Threat, hein, l'APT1 qui est apparu aux États-Unis, qui était un groupe qui faisait de l'espionnage, jusqu'en 2020 où on a des attaquants qui sont capables, comme avec un maliciel comme Emotet, de toucher jusqu'à 100 000 utilisateurs par jour et 7% des organisations dans le monde, on voit que le métier de RSSI il a fortement évolué. Et donc, pour compléter ce qui a été dit auparavant, j'ajouterais que on demande en plus au RSSI d'avoir une stratégie d'investissement de plus en plus. On va lui mettre la pression parce que c'est un coup, il faut se battre. Et donc, notre RSSI doit être aussi à même, en plus d'occuper le terrain du GRC, gouvernance, risque, résilience et conformité, d'avoir une vision, une stratégie sur la façon d'investir. Un dernier point, c'est qu'il doit aussi connaître le législateur. Donc, vous avez cité précédemment le lien que vous avez avec l'ANSSI. Nous, on travaille au service évidemment de nos bénéficiaires, comme on dit, et il est important pour le RSSI de connaître le législateur, ce qu'il a en tête, à savoir l'ANSSI. Concernant maintenant les compétences que l'on attend un peu plus, effectivement, la connaissance et l'anticipation de la menace, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, des études ont montré qu'une organisation qui fait la threat intelligence et qui partage fait des économies substantielles dans la mise en place de ces politiques de sécurité. Et dernière chose, notre RSSI, donc, qui ne peut plus être un RSSI seulement technique, il doit également apprendre de nouveaux risques émergents. Moi, je peux citer par exemple le cas de la vérification d'identité à distance, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître les risques liés à la biométrie, au deepfake. Donc, on voit bien que notre RSSI doit faire un grand écart. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas un seul homme ou une seule femme qui peut porter tout ça. C'est des profils un peu différents. Parfait, merci beaucoup Vincent. Alors, je rebondis un petit peu sur ce métier de RSSI pour poser une question qui est la suivante. Aujourd'hui, ce métier-là a plus une dimension technique, plus une dimension managériale. Quelle est un petit peu la part de l'un et de l'autre? Cédric? Là, du coup, je vais reprendre un peu une partie des explications de Vincent, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est à peu près ces 10 dernières années, on a vu un vrai virage qui s'est opéré sur des profils RSSI qui étaient vraiment très techniques et qui étaient, passez-moi l'expression, un peu englués dans une DSI et qui avaient finalement qu'un rôle d'empêcheur de tourner en rond, vers des profils aujourd'hui qu'on pourrait diviser en 3 catégories. On va toujours trouver ce profil assez technique de RSSI. On va trouver des RSSI qu'on va appeler plutôt business. Et puis la dernière catégorie, je pense que c'est celle qui est vraiment en train d'émerger depuis vraiment quelques années, c'est la partie stratégique. Et en fait, pour ma part, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être un bon technicien de la sécurité. Je l'ai peut-être été il y a quelques années parce que j'ai un background plutôt technique. Mais mon rôle, c'est plus du tout ça aujourd'hui. Moi, je suis rattaché à la direction générale de Doctolib. J'ai des enjeux de gestion des risques, de communication qui sont très importants. Et finalement, ce qu'on va me demander, c'est de piloter une stratégie et de mettre en place tous les éléments qui permettent de répondre à nos enjeux et aux risques auxquels est confrontée la structure, versus aller administrer, je vais dire très vulgairement, administrer des firewalls qui étaient finalement le rôle des RSSI à la fin des années 90 ou au tout début des années 2000. Et ils étaient cantonnés à ce rôle-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
c'est plus la bonne méthode. On a un contexte informatique qui a tellement évolué et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la pandémie et tout ce que ça amène comme nouvelles contraintes, le brouillard qu'on voit sur les frontières naturelles du SI et tout genre de choses. Et on peut plus se reposer sur des mécanismes techniques qu'on utilisait il y a quelques années. Il vaut mieux avoir une bonne stratégie, un bon pilotage des risques, être capable de bien les communiquer, de bien les expliquer, de prendre des décisions qui sont en phase avec cette cartographie des risques pour pouvoir avancer. Donc, je serais plutôt tenté de dire que 20%, 30% de technique, c'est bien pour être capable d'échanger avec les populations qui, elles, vont rester techniques et qu'on va retrouver dans la DSI. Mais il y a une énorme part du temps du DSI qui doit être consacré à la communication, du management et de l'explication stratégique. Merci Cédric. Béatrice, qu'en penses-tu? Eh bien, pour compléter ce qu'a pu dire Cédric, quand il voit effectivement que 20% du RSSI, du temps RSSI reste encore technique, ce qui est à mon sens essentiel, ou du moins que la compétence technique soit entretenue pour échanger et pour mieux comprendre les scénarios d'attaque. Effectivement, après les 80 autres pourcents varient vraiment en fonction de la maturité de l'entreprise. Plus l'entreprise sera mature, plus elle demandera à son RSSI d'avoir et d'établir une vraie stratégie qu'elle reconnaîtra même et qu'elle rapprochera le RSSI du COMEX. Et là, effectivement, il pourra atteindre jusqu'à 80% d'activité managériale. Sinon, eh bien, de toute façon, c'est la tendance, même si le RSSI n'est pas forcément trop proche ou intégré au COMEX, c'est vraiment la tendance à aller vers du managérial. C'est pour ça que cette activité managériale, voilà, moi je l'estimerais entre 50 et 80% en fonction de la maturité de l'établissement, mais c'est quand même la tendance du métier de RSSI aujourd'hui. Merci beaucoup, Béatrice. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs chief officers dans une organisation. On a les CISO, donc les RSSI, on a les DPO, les CTO, les DSI, les RCCI, donc responsables conformité et contrôle interne. Comment les RSSI doivent-ils travailler et associer leurs talents avec leurs homologues? Cédric? Je vais rebondir un peu sur tout ce que j'ai vu dans le chat et puis je vais essayer de donner pas mal d'éléments de réponse là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, le rôle du RSSI, il n'est pas limité nécessairement à toute la typologie de poste que tu viens de décrire. C'est encore des postes qui sont assez typés DSI, hormis le CTO, qui va lui avoir en charge la transformation numérique d'une entreprise. Moi, j'ai de la chance d'évoluer dans une entreprise qui est digital native, donc j'ai pas du tout cette problématique de gestion de legacy. Donc moi, je vais avoir des enjeux qui sont plutôt autour du business, à se dire, voilà, comment on répond à une problématique pour nous, dans notre cas, l'objectif, c'est d'améliorer l'accès aux soins pour les citoyens français et les citoyens allemands, parce qu'on est présent en Allemagne aussi et on a ouvert récemment en Italie. Donc, notre enjeu business, c'est celui-là, l'enjeu principal business, et c'est pour ça qu'on a créé Doctolib. Et derrière, moi, ça va driver énormément de projets de mise à disposition de fonctionnalités dans nos logiciels pour les citoyens. En France, on a à peu près 80% de la population qui utilise notre applicatif. Vu la sensibilité des données, et je pense que Béatrice me dira pas le contraire, ni Vincent, on manipule des données de santé, on a un devoir d'éthique qui est hyper fort, et on a aussi vocation à éduquer des gens dont c'était vraiment pas le métier. Quelqu'un qui gère un produit, il va vouloir donner des fonctionnalités rapidement à quelqu'un qui vont satisfaire un usage, mais il va avoir une tendance naturelle à omettre la partie sécurité. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main avec quelqu'un qui est un Chief Product Officer aujourd'hui chez Doctolib, qui est en charge le développement complet de tous nos applicatifs, m'assurer qu'au quotidien, effectivement, ils ont bien conscience des enjeux d'exposer des données aux citoyens. Et voilà, ça, c'est une grosse partie de mon métier. Après, ce qu'il faut regarder, c'est que les équipes sécurité, aujourd'hui, elles évoluent. Moi, je peux vous donner un peu la manière dont on a découpé nos activités de sécurité chez Doctolib. On a 4 grands pans. On a un pan qui est vraiment en charge de la sécurité de nos produits. Donc là, encore une fois, c'est vraiment très en lien avec le business. On va retrouver un pan qui est beaucoup plus historique, qui est le pan où on va
sécuriser la partie infrastructure. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est full cloud, donc on a des enjeux qui sont un peu particuliers sur cette partie-là. On n'a pas de legacy, on n'a rien on-prem. J'ai tout un pan qui est autour de ce qu'on va appeler la GRC, donc gouvernance, risque et compliance, qui est aussi géré par moi et qui est partagé auprès du COMEX. Et puis on a un dernier pan qu'il faut pas négliger, qui est vraiment la partie corporate asset, donc tout ce qu'on donne à nos collaborateurs, qui est aussi un élément qu'il faut sécuriser. Donc quand vous prenez tout ce panel d'activités dans les RSSI, c'est assez simple de comprendre qu'il faut aller discuter avec énormément de personnes dans l'entreprise pour être capable de, encore une fois, d'évangéliser, de faire comprendre les enjeux et puis parfois de freiner les ardeurs de certaines initiatives. Merci beaucoup, Cédric. Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour commencer, je voyais une question concernant la reconversion. Donc, oui, une personne qui n'a pas fait de sécurité informatique étant jeune peut devenir un RSSI. Et en préambule, je dirais qu'il y a 3 profils de RSSI au sens large qui se dégagent et vers lesquels on va. Il y a le RSSI métier qui est intégré dans les DSI, mais qui est peut-être aussi intégré au sein des équipes projets métiers. Donc cette personne va être là pour sécuriser l'application, le service, et donc va avoir quand même une appétence un peu plus technique. Ça, c'est un premier profil. Il y a un deuxième profil qui est le risk manager, donc qui est le cyber risk manager, qui lui est plus transverse, qui est là pour définir une politique globale, une stratégie. Et puis, il y a un troisième métier qui émerge, et il y a quelques offres qui commencent à apparaître. C'est le métier de conseiller en sécurité du numérique, où là, vous parlez, vous chuchotez à l'oreille du dirigeant, vous chuchotez à l'oreille d'un secrétaire général sur ces domaines-là. Ensuite, pour revenir à la question des interactions entre les chief officers, etc., moi, je dirais qu'il faut qu'ils partagent les préoccupations. Un DPO, un RSSI, ils ont forcément un terrain à partager. La privacy, la SSI, il y a des choses à partager. Donc, moi, je dirais la recommandation, c'est dans cette équipe de super-héros, on en parlait, qui est à constituer, il faut qu'ils partagent la même culture, la culture de la performance, qui partagent un compromis à trouver dans les différentes mesures à mettre en place et les différentes politiques pour que la personne qui assure la transformation numérique dans l'entreprise, celle qui assure la privacy, celle qui assure la cybersécurité, trouve un terrain d'entente. Et d'ailleurs, l'intérêt de s'allier les unes aux autres, ça leur permettra aussi d'être mieux armés pour aller voir le DAF, le COMEX, pour pouvoir faire des tractations et développer la sécurité. Et dernier point, c'est le fonctionnement en réseau. Les RSSI seront d'autant plus forts s'ils travaillent en réseau, et ça existait déjà, les réseaux, il y a un certain nombre de lieux de rencontre, mais développer des réseaux sectoriels dans lesquels les RSSI échangent leurs difficultés et leurs points forts, c'est extrêmement important. Il y a quelques années, dans le Canard enchaîné, il y a un article qui est paru qui a cité nommément un RSSI d'une grande boîte du CAC 40, boîte qui avait subi une attaque informatique. Alors, c'était un ancien de l'ANSSI. Ça montre à quel point nos RSSI sont exposés, et c'est pourquoi le fonctionnement en réseau est important. Merci beaucoup, Vincent, pour cette réponse. On arrive à la deuxième partie de cette table ronde, donc le RSSI face à l'évolution de la menace. La montée en maturité des organisations et des dirigeants expose de plus en plus souvent le RSSI à son CODIR, COMEX. Donc, quel conseil pour réussir cet exercice de communication et de dialogue? Benjamin? Alors cet exercice, il est de plus en plus effectivement nécessaire pour le RSSI. Pour certains, il est un peu craint parce que quand on est sollicité par le top management, par le COMEX, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc ça peut paraître un challenge un peu difficile, d'autant plus qu'on en a beaucoup parlé, il y a quand même pas mal de RSSI qui sont plutôt issus de filières techniques, des filières d'expertise, donc c'est peut-être pas des gens qui ont une capacité d'aisance, une aisance à l'oral, une capacité de synthèse. Donc le premier élément, c'est de se rappeler que quand on va voir des dirigeants, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, ce sont des gens qui traitent beaucoup de problématiques différentes, et on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, de leur expliquer comment Emotet marche, comment tel malware, comment telle problématique. Donc il faut vraiment aller quelque chose de très efficace, aller directement faire passer le message
et utiliser aussi des codes qui leur parlent. C'est peut-être des gens qui ont l'habitude de voir des indicateurs, d'avoir des chiffres, etc., etc. Donc, il faut vraiment essayer de se mettre à leur place, entre guillemets, parler leur langage, donc éviter le jargon, les acronymes techniques, et puis essayer de trouver les métriques, les indicateurs de performance ou les parallèles avec d'autres pans du métier pour que, d'une part, ça ne soit pas perçu comme quelque chose de trop compliqué et qu'ils vont zapper parce qu'on dira, je ne comprends pas, c'est encore l'expert technique qui me parle de ça. Et puis aussi qu'ils puissent mettre en relation avec ce qui leur parle, des éléments sur le chiffre d'affaires, sur leur métier, sur les métriques qu'ils utilisent pour piloter la société ou l'organisation, pour qu'à la fin, ils se disent, OK, j'ai bien compris l'impact que ça peut avoir sur nous, l'importance de prendre une décision, et donc de fait aussi d'arriver avec pas uniquement des problèmes, mais d'arriver aussi avec des pistes de solutions pour montrer que on a ce qu'il faut pour maîtriser les risques et que parfois il faut juste que la direction tranche et se positionne. Merci beaucoup, Benjamin. Vincent, qu'en penses-tu, toi, de cette question de communication pour un RSSI? Ouais, alors je souscris à ce que dit Benjamin. Il faut être très clair et pas embrouiller et parler au bon niveau. Vous savez qu'à l'ANSSI et dans un des bureaux dont j'ai la direction, il nous arrive d'aller voir notre directeur général, Guillaume Poupard, pour lui présenter en 3 minutes, les 180 secondes, présenter la criticité d'un dossier. Et donc ça, c'est le même exercice qu'on doit mener. Et donc la première des choses, c'est être capable d'exposer clairement la nature des menaces et des risques qui pèsent, donc contextuellement, que ce soit sur un projet, sur une organisation. Voilà, donc dire là on est exposé à un risque d'espionnage parce que en ce moment il y a une recrudescence, il y a une compétitivité très forte et donc l'espionnage c'est vraiment le truc qui nous concerne. Donc première chose, exposer clairement les risques et être capable de montrer le top 3 des menaces et des risques auxquels on est confronté. Ça c'est extrêmement important parce que le COMEX il doit être capable de définir son appétence au risque, sa ligne de flottaison. Vous voyez. Le deuxième point c'est être capable de proposer des arbitrages concernant la conformité réglementaire. On a conscience, nous, à l'ANSSI, qu'il y a une réglementation qui est importante, qui est nécessaire, qui évolue. La directive Nice, on est en train de travailler sur sa version 2 avec la Commission européenne. On le sait. Et le RSSI, il a comme challenge de pouvoir bien arbitrage, et c'est pour ça qu'il doit connaître le régulateur aussi. Parce que le COMEX, il ne comprend pas grand-chose, et c'est normal. Les questions de coût, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis le troisième point, j'insiste, c'est sur la capacité du RSSI en COMEX. Alors je crois qu'Yasmine, si elle est en train de revenir, le RSSI doit également proposer des stratégies de partenariat avec des entreprises de services numériques. En fait, un des points importants, c'est de trouver le bon équilibre entre les compétences internes qui doivent être à l'état de l'art, c'est-à-dire les forces vives internes à l'entreprise qui font de la sécurité, et des prestataires et des prestations de services qualifiés externes, ainsi que des polices d'assurance. Donc ça, c'est des choses que le RSSI doit être à même de proposer en COMEX. Je pense qu'on a perdu Yasmine, mais du coup, c'est à toi de parler. Voilà. Je sais que c'était à moi. Donc, moi, je sais pas. Selon les personnes, on va dire que je suis chanceux ou malchanceux, mais globalement, moi, je pense que je suis plutôt chanceux. Je dois passer à cet exercice, cette figure imposée de passage au COMEX mensuellement. Je suis ravi d'avoir cette tribune pour le coup. Encore une fois, moi, je suis rattaché au directeur général adjoint de la structure, donc j'ai vraiment un mandat qui est assez fort et des enjeux qui sont très bien compris à la fois par le COMEX et par le conseil d'administration, donc nos actionnaires, dont l'État fait partie. Et globalement, moi, j'utilise une méthode qui est assez simple. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'avais cette discussion avec une partie de mon équipe ce matin. Si vous avez cet exercice-là à faire, moi, je vous donnerai juste quelques conseils. Le premier, c'est mettez-vous dans les chaussures des gens avec qui vous allez discuter. Un COMEX, c'est des gens qui ont peu de temps, qui vont avoir une appétence naturelle au risque parce que ils ont cette capacité à gérer des risques business au quotidien. Donc, si vous parlez risque et que vous êtes capable d'amener
vos problématiques sous cet angle risque et de montrer que vous faites des progrès, ça va être super simple. Moi, j'utilise une méthodologie, et on en parlait tout à l'heure avec Vincent et Béatrice, qui est plutôt anglo-saxonne, qui s'appelle STP, donc c'est Situation, Target et Proposal. Et globalement, c'est super simple à faire. Vous arrivez, vous décrivez votre problème, vous décrivez la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous décrivez la cible que vous voulez toucher, et vous décrivez la proposition pour y arriver. Ce qu'on va attendre d'un RSSI qui passe régulièrement au COMEX, c'est ça. C'est vous avez un niveau de seniorité qui est suffisamment élevé pour être capable de pas partager vos problèmes et pas faire une décharge mentale auprès du COMEX, parce que ça, c'est le plus gros écueil à éviter. Mais vraiment, l'objectif, c'est de les rassurer sur le fait que vous avez cette capacité à comprendre les enjeux de la société, l'exposition au risque de la structure, et que vous êtes en position d'apporter une solution à une problématique donnée. Et ensuite, c'est super simple de partager votre plan d'action, d'arriver avec des KPI et de suivre ça au quotidien. Donc moi, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir faire ça de manière mensuelle. C'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Ça demande un peu de préparation pour les premiers et puis finalement, après, ça devient un rituel assez simple. Et vous apercevrez que vous aurez toujours des questions super pertinentes. Voilà. Merci Cédric d'avoir pris la main et d'avoir continué durant ma petite absence. Alors on continue. Alors quels sont les enjeux et les capacités en matière de sécurité et confiance numérique les organisations doivent-elles intégrer pour à la fois faire face aux menaces et saisir les opportunités numériques? Et là je m'adresse à Béatrice. Ah oui. Donc en fait, je vais parler en particulier de ma situation et de la situation plutôt de la fonction publique hospitalière. On a un leitmotiv en fait dans la santé, c'est de remettre le patient au cœur de nos préoccupations. Et on a quelques petits mots qui disent il peut pas y avoir de soins sans confiance. Et finalement, ces valeurs, on les réintroduit pour définir nos enjeux en matière de sécurité. Des enjeux qui vont être tournés vers le professionnel de santé d'une part, puisque c'est lui qui doit soigner le patient, et puis vers le patient d'autre part. Donc les enjeux vis-à-vis du professionnel de santé, eh bien, sont des enjeux de confiance et de transparence. De confiance en son système d'information et de transparence par rapport aux risques, de transparence par rapport aux opportunités, par rapport aux soucis que l'on peut rencontrer, aux évolutions qu'on envisage sur ces systèmes d'information. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui permet d'associer ces professionnels de santé et au passage l'opportunité d'afficher que la sécurité finalement c'est l'affaire de tous. Une confiance effectivement et une transparence sur la cybersécurité et ces systèmes d'information vis-à-vis de nos professionnels et vis-à-vis de nos autorités. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, effectivement, la fonction publique hospitalière défend diverses autorités. On a des législateurs et c'est important aussi que l'on soit transparent vis-à-vis d'eux pour justement qu'ils puissent construire une stratégie nationale et qui prennent en compte nos systèmes d'information et la sécurité qu'on peut apporter à ces systèmes d'information-là. Donc voilà, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, eh bien effectivement, c'est un enjeu qui adresse directement nos patients par rapport à la protection de leurs données de santé à caractère personnel. Voilà les deux enjeux sur lesquels, qui axent vraiment tous nos travaux. Merci Béatrice. Benjamin, qu'en penses-tu? Pour moi, l'exemple de Béatrice traduit assez bien quelque chose qui nous tient à cœur chez Advent. C'est un message qu'on pousse depuis plusieurs années, c'est que la sécurité est source de valeur quelque part. Ça peut paraître un peu phrase de consultant, mais quand on regarde, on se rend compte qu'avec l'importance qu'a pris le numérique pour les organisations, maîtriser correctement les risques socio-numériques, ça permet justement de faire du numérique un levier de développement, un levier de croissance. Et pour beaucoup d'organisations, c'est quelque chose de vital. Et du coup, pour se développer correctement, il va falloir maîtriser les risques. On en a beaucoup parlé. Et il faut se rendre compte qu'avec une sécurité qui va bien, entre guillemets, donc qui va plutôt dans le sens du business, qui n'est pas là pour freiner, qui n'est pas là pour bloquer, on va plutôt libérer les énergies, on va accélérer la transformation numérique, on va accompagner des nouveaux usages, on va accompagner l'innovation. Et là, on se rend compte que la sécurité, elle n'est plus du tout défensive, elle n'est plus du tout dans le blocage, elle est plutôt justement dans l'ouverture et dans l'accélération de la nouveauté et de l'innovation. Et pour nous, c'est une posture hyper importante
que le RSSI, la filière sécurité, quand il y a plusieurs personnes, doit arriver à faire naître dans l'organisation pour que l'organisation se dise, bon, je dois aller voir ma ou mon RSSI, ça ne va pas être pénible, au contraire, c'est quelqu'un qui va venir me donner des solutions, qui va me permettre d'avancer face à un point de blocage. Et là, je pense que l'organisation a atteint un niveau de maturité intéressant et puis c'est extrêmement vertueux pour à la fois la filière sécurité, mais également toutes les personnes qui vont avoir affaire à cette filière. Merci beaucoup, Benjamin. Vincent? Merci, Benjamin. Pour compléter sur les enjeux et capacités en matière de sécurité et confiance numérique que les organisations devraient intégrer, moi, je mettrais l'accent sur l'analyse de risque. Alors, vous allez dire que je vais enfoncer des portes ouvertes. L'idée, et je me tourne également vers vous et vers les RSSI, globalement, le RSSI doit réussir à identifier 3-4 grands scénarios d'attaque contextualisés qui seront des scénarios étalons. Donc, par exemple, le rançon logiciel, je pense qu'il doit faire partie du top 3 ou 4, et de structurer la sécurité de l'organisation, la sécurité sur les aspects de protection, de défense, de résilience, de structurer cette sécurité autour de ces quelques scénarios. Et ça permet, alors c'est très pratique parce que, ces 3-4 scénarios, le cerveau humain, il est capable de les traiter. Et d'autre part, ça permet vraiment de durcir la sécurité autour de ces 3-4 scénarios d'attaque, également de les jouer à l'occasion de pentest, de les jouer à l'occasion d'exercices de crise. Donc, avoir ces 3-4 scénarios et les tenir dans le temps, c'est extrêmement utile. Ensuite, il y a un enjeu qui apparaît de plus en plus, qui est l'enjeu de due diligence, de cyber due diligence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on a quelques entreprises qui prennent contact avec nous et qui nous disent nous, on est de plus en plus notés. Là, on a vu dernièrement qu'on a vu un cyberscore sur lequel, d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que l'organisation passe d'une approche purement défensive, qui est déjà pas une mince affaire, qui est de protéger son patrimoine, à une approche qui est proactive, c'est-à-dire faire en sorte de pas subir la due diligence sur ce point de vue-là. Alors, je vous en parle parce que il y a un certain nombre de marchés, d'appels d'offres qui mettent de plus en plus le fait de dire ceux qui doivent concourir, ils doivent avoir telle note anglo-saxonne. Alors, et ça, je ne sais pas qu'on n'aime pas les anglo-saxons, mais se dire qu'il y a là un enjeu pour l'Europe de pouvoir aussi définir des standards par rapport à ces cyberscores. Donc attention à la due diligence cyber, et ça montre encore une fois que alors, je ne sais pas si c'est le RSSI qui doit porter ça, parce que le RSSI, il a pour rôle de protéger et défendre les systèmes d'information et les services face aux cyberattaques, mais le cyber peut devenir aussi une arme de nature économique. Merci Vincent pour cette réponse. Et donc, on voit qu'on a une tendance lourde à la hausse des attaques cyber. L'année 2020, je pense qu'on a été un exemple parfait. Ça a accentué la part de gestion de crise, de gestion de cyberdéfense, on va dire, du rôle du RSSI. Donc, comment s'y préparer? Quelles sont les conséquences sur les métiers et au quotidien? Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Cédric? Que du bien. Je vais faire une petite digression juste avant, parce que Parash m'a posé 2 fois la même question. Je pense que c'est une question importante. Arriver dans une entreprise en tant que RSSI pour élever le niveau de maturité des SI, comment sont définies les priorités pendant les premiers mois? Je vais juste partager ce sur quoi on s'est mis d'accord pendant mon processus de recrutement avec la direction générale de Doctolib. Moi, l'enjeu, ça a été de se dire que dans 3 ans, on aurait un niveau de sécurité comparable à Google. Voilà. Ça, c'est ce qu'on s'est mis comme feuille de route. Donc, c'est super ambitieux. Et donc, du coup, élever le niveau de maturité du SI, quand on part d'un niveau qui est X et qu'on vise un niveau, à mon avis, qui est presque à l'état de l'art aujourd'hui. En tout cas, Google est une compagnie qui a amené énormément de choses d'un point de vue cybersécurité. Ça permet naturellement d'emmener pas mal de gens et c'est quelque chose qui est compréhensible par toute la population d'une entreprise. Je dis pas que c'est la bonne méthodologie, mais en tout cas, nous, c'est le cap qu'on s'est fixé. Donc, c'était assez simple d'emmener les gens sur l'élévation du niveau de maturité. Pour en revenir à la partie crise,
je vais pas être hyper disruptif sur cette partie-là. Euh, on a chez Doctolib plusieurs choses qu'on a mis en place. On a une culture d'entreprise qui est très tech quand même. On est une société assez jeune, hein. On a un peu moins de 8 ans, ou tout juste 8 ans. Et nous, ce qu'on s'est dit déjà, c'est que la crise, quoi qu'il arrive, on sait qu'on va y être confronté. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. On sait que c'est quelque chose qui va arriver. Donc, on n'a pas de politique de l'autruche vis-à-vis de ça. On s'y prépare. On a déjà des mécanismes qui sont en place. Et puis, si j'ai certains de mes collègues qui nous écoutent, ils pourront témoigner dans le chat, j'imagine. Mais on a un outil qu'on appelle DoctoCrisis en interne, qui est utilisé pas nécessairement que pour des crises cyber, mais qu'on utilise au quotidien pour déclencher la mobilisation de certaines équipes quand on a des problématiques techniques à résoudre. Donc ça, c'était notre premier pas vers la gestion d'une crise. On s'est servi de cette partie culturelle qui était très bien implantée côté tech pour l'étendre à la gestion d'une crise cyber, et on a fait énormément de travaux pour gérer une crise qu'on a appelée worst case scénario. Donc, on a imaginé le pire d'un point de vue cyber et ce qu'on allait devoir faire pour gérer ça. Et grosso modo, vous allez toujours retrouver les mêmes ingrédients. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait quelqu'un qui soit avec une certaine seniorité, qui soit en pilotage de la crise, parce que c'est quelque chose qui est très stressant. Et ça peut arriver assez fréquemment. Donc ça, c'est vraiment la pierre angulaire de votre dispositif de gestion de crise. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle en interne des crisis managers qui sont bien identifiés, ce qu'on pourrait appeler des fiches réflexes, mais globalement des étapes très importantes à respecter pour définir la crise, la qualifier, savoir qui amener dans le dispositif de crise. Il y a un autre élément qui est très très important qu'on a tendance à souvent oublier, c'est ce qu'on va appeler le scribe. Le scribe dans une crise, c'est très important parce que la personne qui va gérer la crise, le crisis manager, n'aura pas le temps de prendre les notes, n'aura pas le temps de conserver toute cette matière qui va être discutée. Parce qu'encore une fois, il faut imaginer que vous êtes dans un environnement de stress assez élevé. Donc, le script, c'est un rôle super important. Il y a des enjeux légaux qui pourront faire appel à ces notes post-crise que vous allez probablement devoir transmettre à un tribunal, à une autorité. Tout dépendra de la typologie de votre crise. Ça, c'est aussi un rôle très important. Il y a un autre rôle qu'il ne faut pas oublier dans la gestion de la crise cyber, c'est le rôle de communication, que ça soit de la communication interne ou externe. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec ce qu'on voit. Je vais parler de ce qui nous concerne dans le milieu de la santé. Je pense que Béatrice dira à peu près la même chose, mais globalement, on l'a vu ces derniers mois, les laboratoires qui se sont fait avoir par des rançongiciels, qui ont eu des postures assez différentes, qui ont été accompagnés par l'ANSSI. Il y a toujours eu cette partie communication qui a été gérée pour expliquer ce qui s'était passé. Il y a de la communication interne qui doit être très bien gérée aussi, parce que c'est important que les collaborateurs soient au courant de ce qui se passe, parce que ça va mettre toute la structure sous tension, et il va y avoir des fonctions qui vont complètement être disruptées et qui vont plus être à leur état nominal. Donc ça, c'est aussi un point très important. Nous, il y a un autre rôle qu'on invoque quasiment systématiquement dans des crises qui ne sont pas techniques, c'est la direction juridique, parce qu'il y a aussi des mécanismes réglementaires qui doivent être couverts. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais les subject matter experts, où là, vous allez être capable d'invoquer des développeurs si c'est un problème applicatif. Vous allez avoir des gens qui vont venir de la DSI, de l'infra. Et là, vous pouvez invoquer autant de profils que vous voulez. Mais vous avez un corpus minimum qui va vraiment être à peu près toujours le même. Le crisis manager, la communication, le scribe, le juridique. Si c'est une crise cyber, évidemment, le CISO ou le RSSI vont en faire partie. Et il y a un dernier point qui est important de mentionner, c'est qu'il faut absolument communiquer de manière très transparente à son COMEX assez vite si vous avez des enjeux de prise de décision rapide, voire même remonter jusqu'au board suivant la sévérité de la crise. Donc voilà, ça c'est une recette que nous on utilise, qui fonctionne. Et évidemment, ce qu'il faut absolument faire, c'est vous entraîner régulièrement et simuler des crises. Vous pouvez vous faire accompagner de partenaires externes qui peuvent aller jusqu'à
des intrusions qui vont durer 30, 40 jours et qui vont passer sous les radars complets de ce qu'on va appeler la blue team, et puis qui vont déclencher la charge active. Et là, ça va faire clignoter tous les voyants en rouge, et puis vous allez voir si votre dispositif de crise fonctionne. Et le dernier point que je voudrais mentionner, il n'y a aucune crise qui se ressemble. Donc, un des écueils qu'il faut éviter, c'est n'essayez pas d'avoir un manuel de gestion de crise qui est complètement exhaustif. Vous n'y arriverez jamais. Et puis, même si un jour vous y arrivez, vous allez vous retrouver avec une Bible de 400 pages qui va traîner sur une armoire et que personne n'ira. Merci beaucoup, Cédric. Béatrice, qu'en penses-tu? Quelles sont les conséquences sur le métier au quotidien du RSSI et comment on s'y prépare à cette gestion de crise? Je crois, Alors, Béatrice, oui, c'est à toi. pardon? Non, Béatrice, c'est bien à toi, effectivement. Oui. Oui, c'est bon, je suivais. En fait, ce qui est essentiel, hein, vraiment dans la gestion de crise, c'est que quand il existe une gestion de crise, au niveau de l'institution et de l'organisation, quelle qu'elle soit, c'est éviter de faire une gestion de crise parallèle pour un incident cyber. Heu, j'ai vu passer, une question dans le chat sur, est-ce qu'on fait une distinction entre la gestion de crise, décisionnelle et la gestion de crise opérationnelle? La gestion de crise, par nature, au plus haut niveau par rapport au métier et aux activités de l'organisation est décisionnelle. C'est elle qui doit prendre les décisions. Maintenant, il peut y avoir des sous-cellules de crise qui sont plus opérationnelles. Donc voilà, donc l'enjeu du RSSI, c'est vraiment, quand cette gestion de crise existe et l'on retrouve que toutes les bonnes instances qu'a citées, Cédric, auparavant, c'est vraiment s'y greffer pour rajouter la dimension, cyber, et cette prise en charge-là au sein de l'institution et au plus haut niveau. Il y a que de cette façon-là que ça peut marcher. Si on essaie d'envisager une sous-gestion de crise, simplement, auprès de la direction informatique, par exemple, ça pourrait être le pire des risques parce que finalement, on retrouve une direction informatique qui est très opérationnelle, qui elle, doit remettre en route, doit travailler opérationnellement et cetera et qui n'est pas en mesure de gérer et la communication et les échanges avec l'extérieur et cetera. Donc voilà, donc ça effectivement c'est un impact fort pour le RSSI que d'amener cette dimension cyber, qui peut apparaître comme opérationnelle, dans une gestion de crise, institutionnelle. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, Vincent, j'ai vu que tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur cette question. Non? Je ne sais pas si Vincent nous entend. Peut-être pas. Bon, on va passer à la troisième partie donc, de cet échange qui est donc le métier de RSSI de demain. Quelles sont selon vous les évolutions du métier dans les 10 prochaines années? Et là, je vais m'adresser une fois encore à Béatrice. Alors, je permets de prendre la suite du coup. Vas-y, Vincent. Apparemment, on a reperdu Yasmine. On va passer à la troisième séquence de questions, le métier de RSSI demain. Voilà. Et donc, Benjamin, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les évolutions les plus attendues d'après toi de ce métier dans les 10 prochaines années? En fait, on t'avait perdu, Vincent. Yasmine était là et elle avait posé une question à Béatrice. J'ai eu peur un petit moment, j'étais plus sûre. Ok, et donc, désolé. du coup, je m'adressais, je pense que Béatrice, pour cette première question, je te laisse y répondre. Oui, j'y vais. Ok, donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les métiers de la cyber vraiment se spécialisent et cette expertise et se diversifie. Et cette expertise ne peut pas être portée par une seule personne. Et les organisations n'ont pas forcément vocation ni capacité à disposer en interne de toutes ces compétences et toutes ces expertises. Et c'est dans ce cadre-là qu'on constate la tendance à externaliser un certain nombre d'expertises ou sous-traiter. Donc, de mon point de vue, les évolutions les plus attendues du métier dans les 10 prochaines années, c'est, comme on l'a rappelé à nombreuses reprises, la capacité à décliner une organisation et réellement
une stratégie en matière de cybersécurité et surtout la valoriser. Quand je dis la valoriser, c'est la valoriser d'un point de vue budgétaire. Et puis une réponse que j'ai faite dans le chat, c'est les hommes qui vont être nécessaires pour faire tourner cette stratégie. Donc ça, c'est important et le RSSI a vraiment un rôle à jouer sur ce volet stratégique. Et puis, la capacité justement à piloter les activités liées à la cybersécurité. Un pilotage des activités en interne et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la capacité aujourd'hui de disposer de toutes les expertises en interne et donc ça veut dire un pilotage un peu spécifique des activités en matière de cybersécurité qui seraient déléguées ou sous-traitées à l'extérieur. Donc voilà, de mon point de vue, les deux principales évolutions donc autour de la stratégie et du pilotage. Merci beaucoup, Béatrice. Vincent, pour toi, quelle est l'évolution du métier de RSSI dans les 10 prochaines années? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est Oui, bon. on te Ouais, très confirme. bien. Il y a un peu de latence. Je me disais que si cette question était posée à un forum de cybercriminels, ils auraient aussi plein de choses à dire, puisque les cybercriminels ont opéré leur virage de transformation numérique. Hein. Ils ont mis en place des marketplaces extrêmement efficaces. Un des groupes, je crois que c'est Sodinokibi, qui est un groupe de cybercriminels qui a mis en place un eBay qui permet de mettre aux enchères des données qu'ils récupèrent. Mais là, on va se concentrer sur les évolutions pour les RSSI de notre côté. Moi, j'en vois 4. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, j'en ai épuisé 4. Une des premières évolutions qui est importante, c'est celle des architectures, avec de nouveaux concepts d'architecture, le zero trust, le edge computing, et tout ça, ça va faire évoluer nos principes d'architecture, de cloisonnement, de sécurité périmétrique. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive. Un deuxième point, c'est l'IA, tout simplement, l'intelligence artificielle. Hein. On a des premiers cas d'attaque informatique qui utilisent l'IA. C'est pas encore méchant, mais de toute façon, on se dit qu'on le saura peut-être même pas. On est capable, en matière de deepfake, par exemple, de reconstituer une image, une vidéo. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressé quand on a sorti le référentiel sur l'identification à distance. On peut imaginer demain qu'il y ait des bots qui soient d'ailleurs des bots pour aider le RSSI à gérer sa sécurité, pour sensibiliser en continu les utilisateurs. Donc l'IA, c'est quelque chose à avoir en tête. Et puis le dernier point que je voudrais signaler, c'est l'aspect d'optimisation financière, d'économie de la sécurité du numérique. Il n'y a pas de raison, une fois qu'on aura atteint un certain équilibre, qu'on se dise maintenant il faut optimiser tout ça. Et donc on peut s'attendre à avoir des cyber-DAF qui soient là, avec un objectif de Et là, on imagine très bien des organisations, d'écosystèmes qui offrent des services sécurisés. On est en train de travailler actuellement sur la notion de CERT régional, vous voyez, et c'est assez intéressant. Donc, les lignes vont bouger. Merci beaucoup, Vincent, pour cette réponse. Je rebondis toujours avec toi, du coup. Aujourd'hui, certains RSSI n'envisagent pas, durant le reste de leur vie, en tout cas, de rester sur cette carrière-là. Quelles sont les passerelles qui peuvent exister en termes d'évolution pour plus de responsabilités ou des transitions professionnelles? Quel est un petit peu l'avenir d'un RSSI s'il décide à un moment ou à un autre de faire évoluer son métier? Ah, je pense que Vincent ne nous entend pas. Non. Alors du coup, on va peut-être commencer plutôt par Béatrice pour cette question. On reviendra sur Vincent un petit peu plus tard. Ok. Donc, un petit bilan du métier RSSI qui envisagerait de changer de carrière. Donc, le RSSI, on l'a vu tout au long de cette séquence, a des compétences techniques de gestion de projet, des compétences managériales. Il doit être communicant. Il a une vue transverse des métiers de son organisation. Donc, il a une bonne connaissance du métier de l'organisation dans lequel il œuvre.
il a appris à travailler avec les autres. Il y avait une question dans le chat, est-ce que le RSSI a une équipe? Eh bien, le RSSI, il a une petite équipe, mais c'est impossible donc à travailler simplement avec cette petite équipe. Donc, en fait, il a tendance à latéraliser et à solliciter les équipes des autres aussi. Donc, dans ce cadre-là, il a appris à travailler avec les autres. Il a une connaissance du contexte sécuritaire extérieur et surtout, il a dû aussi apprendre, même s'il n'avait pas une appétence toute particulière dans ce domaine-là, il a dû apprendre à maîtriser le contexte réglementaire et à lire les textes et à intégrer la cohérence qu'il peut y avoir derrière ces textes-là. Sinon, c'est impossible. Et donc, avec tout ce bagage-là, il a beaucoup d'autres possibilités. Et donc, une des premières possibilités par rapport à un poste à plus haute responsabilité pourrait être la direction d'une division de sécurité générale qui finalement piloterait et tout le pôle sécuritaire qui va autant des opérations aux expertises, au déroulé des projets et aux relations extérieures. Donc ça pourrait être une évolution du RSSI tout en restant dans sa branche. Mais sinon, il peut évoluer aussi vers d'autres métiers attenants ou moins, notamment les métiers du commerce, bien évidemment. Du commerce, pourquoi? Parce qu'il est en mesure de comprendre les enjeux de ses futurs clients. Et quel meilleur commercial que celui qui a compris les enjeux de son futur client. Il peut s'orienter aussi vers des métiers dédiés à la gestion du risque numérique bien évidemment, mais la gestion du risque autour des activités de son organisation. Et puis vers les métiers de l'audit interne, c'est aussi des passerelles tout à fait envisageables. Ce ne sont que quelques-unes des... Merci beaucoup, Béatrice. Vincent, et toi, que penses-tu de l'évolution du métier du RSSI? Vers quel type de poste il peut se tourner lorsqu'il décide d'arrêter de l'être, tout simplement? Ok, merci Yasmine pour la question. Bah, écoutez, moi je dirais, ne m'envoyez pas des pierres, hein, mais je dirais, venez travailler à l'ANSSI. On a besoin de RSSI qui ont fait du terrain, qui ont connu directement des crises, etc. On a plein de métiers à proposer. Ceux qui ont la fibre un peu plus cyberdéfense peuvent être responsables d'opérations cyber chez nous, donc ceux qui vont sur le terrain quand ça tape fort. Ceux qui préfèrent les audits peuvent devenir auditeurs. Ceux qui aiment le risk management, la gestion de crise, venez dans ma division, vous serez très bien accueillis. Et alors, s'il y en a qui qui veulent façonner les politiques publiques de sécurité du numérique de demain, la LPM, la directive Nice, c'est pareil, venez nous voir. Voilà. Donc, je dirais que un RSSI peut très bien évoluer et à l'ANSSI, c'est une bonne façon d'avoir un bout de carrière. Merci beaucoup, Vincent. Benjamin, quelle est ta réponse, toi, sur cette question? Venez chez Advance. Non, c'est pas ça la réponse. Ceci dit, il y a quelques années, on voyait assez peu ces ponts entre RSSI et monde du service, monde du conseil, et on en voit de plus en plus. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que ça enrichit évidemment les deux mondes. Il y a quelques années, on avait mené une étude avec le CESIN, là, ce club qui regroupe de nombreux RSSI, et on avait travaillé sur le parcours du RSSI, et justement, on s'était rendu compte que, et c'est revenu il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, c'est quand même un poste dans lequel les personnes restent assez longtemps. Dans pas mal d'organisations, dans pas mal de grands groupes, souvent c'est assez cadré, on fait quelques années dans un poste et puis ça tourne, etc., etc. Et là, on se rend compte que les RSSI ont une durée de vie assez importante. Et du coup, la question moi, que je me pose, c'était justement, est-ce que le métier est tellement passionnant, parce que ça bouge tout le temps, et finalement, ça se renouvelle en permanence et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et donc on veut rester RSSI, ou est-ce que, en étant un peu plus cynique, est-ce que c'est un petit placard RSSI parce que qu'est-ce qu'on fait après? Et quand on regarde, pour les différents RSSI que j'ai pu accompagner, effectivement, comme disait Béatrice, il y a des gens qui vont s'orienter vers le risque. Ça peut être l'audit interne, ça peut être d'autres fonctions autour du risque. On a quelques personnes, mais ça reste encore assez rare. Ça se voit peut-être un petit peu, moi je l'ai vu plus dans l'industrie, qui prennent un périmètre de sécurité globale en embarquant un peu la sécurité physique, qui est parfois assez importante dans certaines filières. Il y a quelques RSSI qui sont devenus DSI, assez peu, mais je pense, moi, qu'on en verra de plus en plus, parce que quand je vois
pas mal de RSSI ont une vision vraiment très large maintenant du métier, du business et de l'importance de l'IT pour le métier et pour le business. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'on aura de plus en plus. Et du coup, pour le coup, voilà, moi, c'est assez difficile parce que, alors, il y a Bruno qui me dit durée de vie d'un RSSI 2 ans et demi. Les chiffres du CESA, c'était plutôt 5, 6, 7, 8 ans. Enfin, c'était vraiment des choses plutôt assez longues. Alors, ça date un petit peu. Après, il y a la durée de vie chez un employeur parce qu'il y a aussi un mercato quand même assez intéressant dans les RSSI. Ça tourne d'un employeur à l'autre. Du coup, je pense que c'est quand même un métier qui est utilisé, enfin, qui est habité, employé pendant assez longtemps. Moi, je préfère le voir de façon optimiste sur le côté. C'est un métier passionnant et on a envie de rester RSSI longtemps parce qu'il y a des nouveaux challenges tous les jours. Merci beaucoup, Benjamin. Je vais me permettre une petite. Je vais faire le voice-over de Nassira qui n'est pas là. Elle m'a fait bien rire quand on a échangé un peu du pool de questions. Elle disait qu'il y avait une évolution du RSSI dont on parle peu, c'est que c'est quelqu'un qui devrait, à terme, faire partie du conseil d'administration ou du COMEX d'une entreprise. Et finalement, il occuperait toujours les mêmes fonctions, mais son rôle serait beaucoup plus en lien avec le business. Donc, c'est aussi une évolution possible. Et Nassira m'a beaucoup fait rire parce qu'elle disait que finalement, l'évolution naturelle du RSSI, peut-être demain, c'est d'aller jouer au golf avec ses actionnaires. Merci Cédric. Alors sache qu'elle est en train de suivre cet échange, donc je pense qu'elle sera ravie de voir que tu as pu faire passer ce message. Alors on arrive un petit peu à la fin de cette table ronde, mais on a une dernière question qui moi personnellement me tient à cœur. Alors avec l'évolution de la digitalisation et du télétravail, le RSSI a-t-il toujours besoin d'être sur site? On l'a vu un petit peu en 2020, plus personne n'allait au bureau, on travaille à distance. Sinon, s'il n'a plus besoin d'être sur site, est-ce que ça peut s'effectuer à distance? Donc, est-ce qu'on peut craindre des délocalisations dans des pays à moindre coût? Est-ce que c'est un métier qui aujourd'hui peut être délocalisé? Alors, je vais m'adresser en premier à Béatrice. Oui, alors effectivement, hein, on a réussi à démontrer qu'on arrivait à fonctionner à distance. Et concernant le RSSI, ça marche très très bien tant que tout va bien. Une fois qu'il y a une cyberattaque, l'organisation s'isole et coupe toute connexion réseau, ça devient un peu plus complexe. Mais voilà, avant, pour envisager un projet d'externalisation, on table pas forcément sur un fonctionnement à distance, sur une expérience réussie de télétravail. Il y a un certain nombre d'autres aspects qui sont à prendre en compte. Bon, il y a le coût, mais un coût moindre peut-être, mais un coût d'encadrement et de contrôle du service plus conséquent. Mais concernant les RSSI, il y a aussi d'autres aspects. Il y a les informations sensibles qu'il peut détenir sur l'organisation, sur le contexte qu'il détient et qui serait nécessaire de transférer à un tiers en cas d'externalisation, en sachant que ce tiers est soumis à des contrats et potentiellement renouvelés. La connaissance du contexte métier. C'est vrai que pour que le RSSI puisse assumer pleinement sa mission, 2 options. Soit il va jouer au golf avec le COMEX parce qu'il en fait partie et là c'est difficile de délocaliser. Soit il y a une espèce de partenariat et de confiance finalement entre le RSSI et les instances dirigeantes de l'organisation. Et cette confiance et la connaissance de ce contexte métier me semble difficile sur une fonction externalisée. Voilà. Et puis effectivement, le RSSI donc comment ça amène une valeur ajoutée à l'organisation, une prestation à forte valeur ajoutée, pardon, à l'organisation puisqu'il contribue au bon fonctionnement des activités. Est-ce qu'on externalise une prestation à forte valeur ajoutée? J'en suis pas totalement certaine. Donc voilà, ça me semble difficile d'externaliser, mais après, finalement, c'est qu'une question d'appréciation du risque et le risque que souhaite prendre l'organisation à externaliser cette fonction-là. Merci beaucoup, Béatrice. Cédric, qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, ça révolutionne un peu les enjeux ou en tout cas
la perception du travail qu'on a depuis 20, 30, 40, 50 ans. Bref, il y avait tout cet imaginaire autour de si c'est présentiel, c'est plus efficace. Finalement, on est tombé un peu aussi dans l'écueil du présentéisme qui finalement force beaucoup de gens à rester longtemps au travail, faisant croire que c'est en lien avec la performance. Donc moi, je pense que on peut exercer un rôle de RSSI à distance. Je l'ai fait dans ma carrière. Je travaillais dans le groupe Expedia, pour pas le citer, à une certaine période, et j'étais en lien avec les États-Unis de manière très forte. J'allais pas aux États-Unis tous les jours, vous vous en doutez bien, et pourtant j'avais des enjeux quotidiens à couvrir avec des équipes qui étaient basées là-bas. Ce qui est quand même important de garder en tête, c'est qu'effectivement, on doit, quand on fait ce métier, avoir un lien assez fort avec certaines personnes clés de l'entreprise, et que c'est toujours bien de maintenir un lien physique et d'avoir des réunions régulières sur site ou sur différents sites, tout dépend de la typologie de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, être amené à vous déplacer, oui. Je pense qu'on peut avoir un bon mix aujourd'hui. Par exemple, on pourrait imaginer que demain, vous passez la moitié de votre temps chez vous, la moitié de votre temps au travail. Et je ne pense pas que ça rendrait la fonction non efficace. Donc, moi, c'est ma perception. 100% de télétravail, c'est toujours un peu difficile parce qu'effectivement, on a quand même un métier qui fait qu'on a besoin d'avoir des échanges au quotidien. Donc, ça me paraît compliqué. Et sur la deuxième partie, externaliser le rôle, bon, moi, je pense pas qu'on va être en capacité à 100% d'externaliser le rôle dans le sens où on va confier ça à une société qui va opérer la fonction de RSSI. Parce qu'il y a une problématique qui va vite arriver, c'est la problématique qui est de l'ordre culturel. C'est-à-dire que c'est quand même important dans un processus de recrutement du RSSI de s'assurer que les personnes avec qui il va être amené à discuter, qu'il y ait ce fit culturel, parce que sinon, c'est presque un échec avant même d'avoir commencé. Donc, externaliser cette fonction de ce point de vue-là, c'est assez difficile. Il y a évidemment la barrière de la langue qui va arriver. Si on parle de sociétés qui sont franco-françaises, aller commencer à discuter avec des entreprises qui seraient établies, je sais pas, on en parlait tout à l'heure avec Yasmine, en Roumanie, parce que c'est là où on commence à avoir un pool de talents cyber qui est émergent. Vous imaginez parler en anglais avec des gens qui ont un accent, ils vont vous considérer comme ayant un accent aussi, ça rend les discussions moins fluides. J'imagine que dans quelques années, on verra la même chose, l'offshoring de la fonctionnalité RSSI en Inde, où là, encore une fois, la barrière de la langue et la barrière culturelle va être assez importante. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que moi, je l'ai vécu dans des mécanismes d'offshoring de développement. C'est assez long. Donc, moi, je suis assez serein sur le fait qu'on va pas perdre nos emplois. On est devenu, avec le temps, une fonction qui est quasiment incontournable aujourd'hui dans les entreprises modernes. Il y a très peu d'entreprises qui ne disposent pas de RSSI. Le seul cas pour moi où on va être en capacité d'externaliser le rôle, et là, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est pour les structures qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer un RSSI. Donc là, plutôt sur les PME, PMI, moi, ça me semblerait être une bonne idée qu'on ait des structures ou qu'on ait le marché qui commence à envisager de switcher vers ça, c'est-à-dire proposer un service packagé pour les PME, PMI de RSSI. Et ça, on pourrait le mettre, bon, j'imagine que ça serait bien de commencer en France, mais ça pourrait être externalisé aussi. Merci beaucoup Cédric. Alors effectivement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, on a eu un échange qui vient du fait justement que j'avais constaté, notamment dans un groupe, l'externalisation de toute une équipe de sécurité. Donc je parle là vraiment de personnes avec des rôles de gouvernance, de suivi de projet, donc très proches du RSSI, voire même du RSSI, qui avait donc été externalisé en Roumanie. Et donc en parlant un petit peu avec Cédric, justement, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait parfois du mal à trouver certaines compétences en France, là où effectivement la Roumanie a une stratégie, notamment en termes d'éducation de cybersécurité via ces universités extrêmement forte. Et c'est, moi, je rajoute un petit peu ce point de vue-là. J'ai eu une conversation, donc, on a avec Risk Intel un talk show qui sort tous les mois. Et donc là, on filmait celui du mois prochain que vous aurez l'occasion de voir. Et justement, la personne avec qui on discutait nous parlait notamment d'Israël. Donc, Israël, qui en très peu d'années, en fait, s'était positionné au niveau mondial comme un leader en matière de cybersécurité. Et quand on lui a posé la question de savoir comment et pourquoi, ça revenait un petit peu à ce que nous disait Cédric, c'est-à-dire qu'il y a eu une politique très forte
du gouvernement de financer, de mettre en avant en fait des formations en cybersécurité. Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui en France qu'on essaye de mettre en place. On le voit notamment via l'école de guerre économique. On commence à avoir des masters qui arrivent, mais on n'a pas encore en fait le nombre de personnes formées pour venir répondre aux besoins. Et donc malheureusement, surtout avec ce télétravail qui est arrivé, on se tourne vers la Roumanie, on se tourne vers des pays et on commence à externaliser en fait des domaines sur lesquels on peut avoir en fait des bacs +5. Donc c'est un petit peu de là que venait ma question. Je voulais vraiment avoir une réponse. En tout cas, merci Cédric et Béatrice pour cette réponse. Benjamin, qu'en penses-tu? Moi, je voulais juste pour le clin d'œil dire que je suis un RSSI qui est au COMEX et on ne joue pas au golf. Malheureusement, j'aimerais bien, mais Alors, chez Advance, vous faites de la voile. Vous faites de la voile. On fait du bateau, effectivement. Non, alors effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a vraiment une dimension humaine, relationnelle et culturelle extrêmement importante pour le métier de RSSI. Énormément de sujets se traitent via Teams ou en vrai autour d'un café. On a besoin de se parler, on a besoin d'expliquer, d'analyser un risque. Donc ça, je pense que cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Elle peut se faire à distance quand tout va bien. C'est vrai qu'en cas de crise, c'est quand même mieux d'être autour de la table pour vraiment être sûr que tout va bien. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment très difficile d'externaliser, de sortir complètement le RSSI ou la RSSI qui va piloter. Par contre, et nous on le vit au quotidien, quand on est sur des structures qui ont une certaine importance, qui ont des équipes, etc., il peut y avoir de l'externalisation partielle, il peut y avoir de l'hybride. On a de plus en plus de grands groupes qui ont des centres de services où on va dire tiens, cette partie-là, hop, je vais la sortir chez un fournisseur. Et ça, il y a des activités pour lesquelles probablement ça prend tout son sens. Nous, par exemple, sur les activités du SOC qui nécessitent des compétences, des dispositifs particuliers, beaucoup d'entreprises font le choix de l'externalisation, le vit au quotidien, parce que c'est peut-être très, très particulier, ce type d'alliance entre compétences, technologies, méthodologies, etc., etc. Et là, l'externalisation prend tout son sens. Par contre, vraiment sur la dimension qui nécessite de l'humain, notamment le pilotage, peut-être aussi les éléments relatifs à la sensibilisation, les gens qui vont être dans la cellule de crise, il faut que la personne vive l'organisation pour comprendre son fonctionnement, ses orientations, ses enjeux, sa culture. Cédric parlait de la culture, et je pense que ça, c'est extrêmement important aussi, que ça marche, en fait, que ça matche avec les autres personnes pour qu'on règle les problèmes le plus vite possible et qu'en cas de crise, on voit comment tous ensemble, on va travailler pour régler les problèmes. Donc, on a encore beaucoup de travail et puis on se rend compte avec l'augmentation de la demande que de toute façon, il faut de plus en plus de RSSI, il faut de plus en plus de consultants ou de sociétés qui vont externaliser. Donc, quelque part, pour l'instant, c'est plutôt du gagnant-gagnant. Ce n'est pas encore la guerre entre l'interne et l'externe. Merci beaucoup, Benjamin. On arrive à la fin donc, de cette table ronde avec cette dernière question auquel vous venez de répondre. Donc, c'était une question un petit peu d'ouverture, l'avenir du RSSI et puis qu'est-ce qu'il en est. Merci beaucoup pour ces échanges intéressants. Merci également à tous les participants. Vous avez, comme d'habitude, fait vivre le chat. Vous avez beaucoup échangé. Beaucoup de contacts ont été d'ailleurs de contacts de LinkedIn échangés. C'est très bien. C'est exactement pour ça qu'on fait ce genre d'événement. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir lors d'une autre table ronde, peut-être celle du mois de mai, puisqu'on en fait une par semaine. Je refais un petit mot concernant le Risque Day, donc la journée de la gouvernance des risques. Vous avez 20 ateliers, conférences et tables rondes, dont Vincent Desroches qui sera présent pour la table ronde de 16 heures. Je vous remets le lien si vous voulez jeter un petit coup d'œil au planning. Vous avez de tout. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans d'autres événements. Ah oui, le replay sera disponible d'ici 2 à 3 semaines sur notre chaîne Risk Intel. Vous pouvez aller sur LinkedIn, ce sera sur la page. Merci à tous.